En effet, lorsque l'artiste et sa compagne, Cécile Reims, choisissent de s'installer sur les hauts plateaux de l'Ain, donc d'abord à Corcelles en 1957, et puis à Lacou de 1959 à 1973, comme l'a rappelé Bernard, Lyon devient vraiment un lieu important de leur vie artistique et amicale. Ils vont trouver là des regards très critiques, très élogieux. Il faut citer René Desroudilles. René Desroudilles, ça a été une des grandes figures lyonnaises pour l'art moderne. Il était à la fois critique, commissaire d'exposition, pharmacien, et c'est l'un des premiers qui écrira sur Fred II et qui collectionnera ses œuvres. Et nous lui devons d'ailleurs l'entrée du premier dessin dans les collections du Musée des Beaux-Arts. C'est René Desroudilles, donc j'y reviendrai tout à l'heure, qui fait une donation d'un très beau dessin de la série des Otages. À côté de René Desroudilles, il faut citer Bernard Charder. Bernard Charder, vous devez aussi très certainement le connaître. Vous savez, c'est un homme de cinéma. C'est lui qui fonde la revue Positif. Il a été délégué général à l'Institut Lumière. Et dans ce cercle d'amis comptait également Jean-Jacques Leyran. Jean-Jacques Leyran, c'est un homme que j'ai eu vraiment le bonheur de connaître, dont j'étais très proche. C'est un homme qui a vraiment marqué la scène artistique locale par ses chroniques dans Le Progrès de Lyon, dont il dirigea les pages culture de 1950 à 1980. Mais il a également, à travers ses articles dans Le Monde, publiés dans Le Monde, contribué à faire de Lyon une capitale culturelle. Leyran, avec constance, avec fidélité, va se faire jusqu'à la fin le chroniqueur attentif de l'œuvre de Fred II, qu'il avait d'ailleurs très largement contribué à faire connaître. Fred II va aussi trouver à Lyon une galerie, et non des moindres, et je veux parler de la galerie Le Lutrin, là aussi que vous connaissez très certainement, qui est dirigée par Paul Gausit. Paul l'exposera à plusieurs reprises au cours des années 1970. Donc voilà pour le contexte et toute cette communauté avec laquelle Cécile Reims et Fred II étaient intimement liés lorsqu'ils venaient à Lyon, lorsqu'ils quittaient Corcelles et Lacou, où ils résidaient. Le travail de Fred II fut tout autant une exploration de l'inconnu, caché au cœur de l'humain, qu'une tentative sans cesse recommencée, nous allons le voir ensemble, de pousser à ses limites la pratique du dessin. C'est un artiste, moi, qui m'intéressait tout particulièrement. C'est vrai que j'ai donné au cours de ces dernières années une orientation nouvelle aux collections 20e et 21e siècle du Musée des Beaux-Arts, en accordant une place à ces artistes que je qualifie de grands singuliers. Ça a été l'occasion pour nous de faire entrer dans nos collections Étienne Martin, mais aussi Joseph Cornell. Et donc Fred II avait tout à fait sa place dans la proximité d'Étienne Martin, de Joseph Cornell. Nous avons aujourd'hui également fait rentrer dans les collections Pierre-Yves Baume. Surtout, notre exposition a été rendue possible grâce à de très généreux prêts, dont certains se sont transformés d'ailleurs en donations, dus notamment à deux galeristes. Je veux parler d'Alain Margaron, d'Alice Poli. Nous avons également eu des prêts très importants d'une collection particulière suisse qui s'est transformée là aussi en donation et qui nous permet de célébrer la mémoire d'un couple de collectionneurs, Marguerite et Pierre Magnena. Et puis, bien sûr, l'exposition n'aurait pas pu avoir lieu sans le soutien très précieux de Cécile Reims. Alors, nous avions pris avec Pierre le parti de suivre un fil chronologique. Ce fil chronologique, c'était celui de ces cycles entre lesquels l'artiste éprouvait le besoin, je le cite, de se casser la main. Et j'ai choisi justement d'axer en fait ma communication de ce soir en vous proposant un parcours qui reprend donc les grandes sections de l'exposition, qui va être rythmé par quelques œuvres que nous avions intégrées dans notre sélection, pour vous montrer la cohérence profonde de cette œuvre qui, dès le départ, pose, telles deux matrices, les outils qui la façonnent, à la fois la ligne et la tâche. Des dessins dits de la clé pathologie qui ont été exécutés à Marseille à la fin des années 40 jusqu'à l'œuvre ultime
en passant par quelques jalons majeurs de ce travail. Je pense à la série des otages, je pense au sperme noir et au sperme coloré, à l'extraordinaire série, vous le verrez, des autoportraits, aux dessins monumentaux des années 1980, au livre unique, où la ligne se fait en même temps trait et mot. C'est vraiment le monde de Fred II qui se donne à voir et qui vous invite en fait à le traverser. Et c'est ce que je me propose, voilà, de retracer avec vous ce soir. Alors, un peu d'histoire pour là aussi camper le contexte. Enfant, Fred II vit dans la cave d'un immeuble bourgeois avec ses parents et sa grand-mère, au-dessus d'une plaque d'égout d'où parfois surgissent l'eau et les rats lorsque la Seine est en crue. On se croyait dans une tombe, rappelle Fred II. Ce sentiment d'être littéralement emmuré va amener cet homme, qui est destiné à devenir ouvrier, à entrer en 1943 dans le groupe des francs-tireurs et partisans de l'usine Farman à Suresnes, où il est électricien. En 1944, après la libération de Paris, il va s'engager dans les groupes marocains c'est une manière pour lui, je crois, de combattre la fatalité familiale du retour à l'usine. Avec eux, il fera les campagnes des Vosges, mais aussi celles d'Alsace et d'Allemagne, et découvrira les premiers déportés à la libération des camps. Et c'est à Marseille, en 1947, que celui qui se définissait comme un autodidacte va connaître l'initiation décisive. Et cette initiation décisive, il la découvre grâce à la littérature, grâce à une femme qui a joué un rôle très, très important dans sa vie, qui est Georgette Fouquet. Fred II travaille à ce moment-là dans une librairie aux côtés de Georgette Fouquet, et cette femme va l'inciter à lire. Fred II va lire Sandra, tout d'abord, puis au hasard des classements alphabétiques dans les rayons, André Breton et le manifeste du surréalisme, va débuter une longue série de lectures, Aragon, Miller, Sade, Perret, Kafka, et fort de toutes ces lectures, enrichi vraiment de ces textes, Fred II va se lier avec le groupe littéraire des Cahiers du Sud et va tenter lui aussi d'écrire quelques phrases, mais à travers l'écriture, il va se sentir toujours autant emmuré. Et c'est la vision d'un rat sur le port de Marseille, un jour de désespoir, un rat comme surgi de la bouche d'égout qui débordait parfois, sous son lit d'enfant, dans la cave, qui va ouvrir la première brèche et laisser passer un bout de phrase, le rat au milieu des rats, qui deviendra un texte, les rats, qui sera la première ébauche du fameux livre La Ghana, qu'il publiera en 1958. C'est un catalogue, enfin, ouvert à la librairie en 1948, qui va transformer cette trouée en voie de passage. Pourquoi est-ce que la découverte de ce catalogue a été aussi importante? Ça a été l'occasion pour Fred II de découvrir l'œuvre de Paul Klee. Et comme il le dit, j'ai franchi un morceau du mur, Klee est entré. Avec de la peinture pour bicyclette, Fred II va réaliser ses premières tâches. Voilà ce qu'il écrit à Georgette Fouquet le 1er juin. Je suis en feu. Je dois vous dire ceci. J'ai découvert dans mon assiette la couleur et je n'attends les repas que pour écraser les légumes et y mettre une pointe de moutarde pour mettre de la lumière. Stupidement, j'ai remarqué que ma fièvre monte beaucoup si je me hasarde à écrire des phrases. Je me mets à rêver d'anciens rêves qui attendaient d'être sortis de mes ténèbres. C'est ça que vous nommez le monde intérieur? Ça arrive à 24 ans? À mon retour, je vous dirai d'où je sors. Pour l'instant, j'ai découvert que j'ai pris un chemin qui s'annonce pour moi et ceux qui m'entourent très périlleux. Il y va de ma tête et de la force à se porter soi-même. Apprenez qu'il y a 1 an, j'étais soldat, qu'avant j'étais ouvrier, qu'avant j'étais mort. Donc on va assister à partir de ce moment, à partir donc de la découverte de l'œuvre de Paul Klee et des toutes premières tâches qu'il réalise, on assiste véritablement à la naissance d'un artiste,
sous le double signe du texte et de la peinture. Alors, je vais vous montrer maintenant une autre photographie qui date aussi de mai 1997 et qui vous montre Fred II toujours à la châtre en train d'écrire. Dès lors, Fred II va peu à peu se vouer à la pratique du dessin et de l'écriture. Aux côtés de Cécile Reims, qui est sa compagne, qu'il rencontre à Paris en 1951, il va en quelque sorte se plonger dans la brèche ouverte par Paul Klee, cette possibilité entreaperçue de franchir le mur de son enfance. À Corcelles et à la Coue, dans l'Ain, puis au Cousat et enfin à la Châtre, dans le Berry, il va creuser, on va le voir ensemble, un chemin très singulier. Ça sera de 1958 à 1971 un cycle de 4 romans autobiographiques dont je vous cite les titres. J'ai déjà évoqué La Ghana, mais il faut également mentionner Sens inverse, La perruque et Nœud coulant. Ce sont des livres qui sont publiés sous un pseudonyme, sous le nom de Jean Douassot, et on peut les qualifier d'une véritable autobiographie lardée de rêves, un texte aux antipodes du réalisme, je reprends les mots de son éditeur Maurice Nadeau. Et puis, cela sera chaque jour la pratique du dessin. Et à partir des années 1960, la vie de Fred va se confondre avec son travail. Il est à sa table dans une sorte de rituel quotidien. Sa biographie, dès lors, n'est plus ponctuée que par des dates d'exposition ou de publication. Et depuis 1966, on assiste vraiment à une coexistence entre les mots et les traits du crayon. Peu à peu, Fred II sera amené à protéger son dessin sur Japon nacré avec des feuilles ordinaires pour machine à écrire. Et Fred II va se mettre alors à prendre des notes, comme pour répondre, cette fois-ci, à l'appel du papier. Depuis lors, selon ses termes, passant sans cesse d'une feuille à l'autre, ainsi que dans un relais, il n'a plus jamais arrêté d'écrire sous la dictée de ce qui passe, car désormais ça passe. On peut dire que de Mur, Fred II est devenu Tamis, passeur de vie, un passeur qui, pour tenter de saisir un peu du flux vital qui le traverse, doit multiplier les moyens de son expression. Aller du signe au verbe, de l'écrit à la parole enregistrée, pour conserver la trace de ce qui passe. Alors l'œuvre dessinée, vous allez le voir, de Fred s'organise en grands cycles, au bout desquels, je l'ai déjà dit, l'artiste éprouve le besoin de se casser la main lorsque celle-ci menace, par habitude, d'aller vers le même endroit où il n'aspire qu'à l'inconnu. Alors je vous donne tout de suite 2 exemples, on reviendra sur ces cycles. Un premier dessin intitulé Interprétation de 1975 au crayon graphite que nous avions intégré dans une série que nous avions intitulée Gris. Et puis un autre dessin un peu plus tard, de 1993, Le Sacrifice, que nous avions choisi de présenter dans la section que nous avions intitulée Les Passeurs. Donc vous voyez toute la distance qui mesure ce premier dessin, et celui de 75 avec celui de 93. Donc première section, malheureusement l'image n'est pas très bonne, c'est une sorte de palimpseste. Voilà, la toute première section était consacrée à la ligne et à la tâche, avec ce dessin intitulé Cavalier se battant pour une légende, qui date d'août 1951. C'est plus qu'un dessin, c'est un monotype en fait sur papier. En 1947, donc je vous le redis, Fred II est à Marseille. Son beau-père possède une librairie où il s'initie donc à la littérature et comme je vous l'ai dit, il va commencer donc à lire Sandrard, Breton, Aragon, Miller, Sade et Kafka. À côté de ces lectures qui sont effectuées d'une manière un peu frénétique, donc il y a la découverte de l'œuvre graphique et des écrits de Paul Klee, donc dans un catalogue d'exposition qui le fait naître véritablement en tant qu'artiste. Et il va développer ce qu'il appellera, je le cite, une véritable maladie autour du graphisme de Paul Klee, la Klee pathologie. Un an plus tard,
La couleur et la lumière lui sont révélées fortuitement. Je le cite à nouveau. J'ai découvert dans mon assiette la couleur et je n'attends les repas que pour écraser les légumes et y mettre une pointe de moutarde pour mettre de la lumière. Et puis, très vite, il achète des pots de peinture. Alors, c'est une peinture pour bicyclette dont l'odeur fait surgir chez lui une bouffée de souvenirs où s'entrelacent à la fois enfance et terreur. Donc, je vous montre, voilà, une de ses premières tâches avec cette peinture sur dessin qu'il intitule Genet de 1949. Si la clé pathologie procédait encore de l'écriture, la tâche lui fait découvrir un autre monde, muet mais charnel, la possibilité de faire ce qu'il ne saurait dire. Fred met les pieds et les yeux dans un territoire nouveau, un monde intérieur, comme il le qualifie, dont il pressent désormais que peut-être c'est un monde sans fin. Donc l'exposition s'ouvrait sur, voilà, sur ces deux cycles de dessin, l'un très inspiré donc, par l'œuvre de Paul Klee, sous le signe de cette clé pathologie, et les autres, donc, réalisés, exécutés, sous le signe des tâches. La deuxième section faisait une place de choix à des otages que l'on regroupe dans une série que l'on qualifie d'otage. Vous en avez ici un bel exemple avec ce dessin, L'otage sans ombre. C'est un dessin qui a été exécuté en 1965 et c'est le premier dessin à entrer dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Lyon grâce à ce don qui est fait par René Desroudy, qui a tellement compté justement pour la diffusion de l'œuvre de Fred II à Lyon, mais aussi en dehors de Lyon. Cette donation a été effectuée en février 1973. Alors, les otages vont désigner un moment essentiel dans l'œuvre de Fred II, celui de la découverte des possibles. Le mot otage, vous l'imaginez bien, fait référence à la série peinte par Jean Fautrier en 1943 et 1945, une série qui réveille très certainement chez Fred le souvenir de la guerre et de son engagement dans la résistance. Les dessins de cette série témoignent aussi d'un combat intérieur, une prise de conscience acquise par l'expérience. La feuille porte en elle un infini capable de s'ouvrir à qui n'aura pas peur de s'y abîmer. Et on peut distinguer au sein de ces séries des variantes. Tantôt le crayon seul intervient sur la surface aquarellée, tantôt des empreintes de tissu servent de geste premier, et parfois c'est l'encre de Chine qui vient métamorphoser la tâche en une sorte de forme sculptée, comme vous pouvez le voir ici. Les formats sont extrêmement variés. Le noir vient parfois renforcer les fonds. L'otage se fait figure ou bien grand paysage onirique, comme c'est le cas de ce dessin que je vous présente là en ce moment. La troisième section, nous l'avions titrée « Période noire ». Et je l'illustre avec vous avec ce dessin de Marcheur de 1959. En 1951, Fred II s'installe à Paris. Il va faire la rencontre de Cécile Reims, qui devient sa compagne. En 1957, le couple quitte Paris pour l'Ain, à Corcelles, puis à Lacou, en 1959. Entre-temps, Fred se met à écrire et à publier La Gana, ce roman qui porte sur son enfance, donc sous le pseudonyme de Jean Doisseau, comme je vous l'ai dit. L'écriture de Doisseau, les dessins de cette période noire ont la même fonction. Violenter le réel, donner forme et sens à ce qui était prisonnier. Le monde de la période noire est fait de corps gigognes, entre fornication, enfantement imaginoire. Et puis, il y a des tâches encore, ce monde sans phrase qui s'empare quelquefois de formes noires, comme pour mettre fin à toute narration au profit de la peinture. Doisseau bientôt va mourir d'avoir accompli sa mission, emportant avec lui les noirs souvenirs qui l'emprisonnaient, laissant toute la place à l'imaginaire. Alors c'était peut-être ce dessin de Marcheur l'un des plus beaux dessins de cette section qui était consacrée aux périodes noires.
Un dessin, vous le voyez, qui appartient aux collections du musée Cantigny de Marseille. Et la présentation de ce dessin me donne l'occasion de rappeler que Germain Viat, quand il était directeur des musées de Marseille, avait organisé, donc à la fin des années 80, une très belle exposition à Fred II. Quelques années plus tard, après les otages, le noir revient, donnant forme à cette métamorphose. Fred dessine désormais à l'encre noire sur une feuille de papier qu'il recouvre d'encaustique. Et ce processus donne à l'ensemble une sorte de teinte un peu jaunâtre qui enfouit légèrement le dessin sous toute la surface de l'œuvre, comme s'il surgissait d'on ne sait quelle profondeur. Désormais, les figures sont envahies, quelque chose se passe, le noir, vous le voyez, devient presque translucide et les formes semblent se dilater sous l'effet de l'encaustique. Le dessin change car le dessinateur a changé. Alors, quand on regarde les dessins de cette période, je crois qu'on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec les figures qui ont été réalisées par Victor Bronner à la même époque. La 4e section s'intitulait « Vers le gris ». Je l'illustre ici par ce dessin qui s'intitule « Par le vide », daté du 22 juillet 1971, au crayon graphite, à l'aquarelle, sur papier japon. Le travail de Fred II, je vous l'ai dit, est jalonné de cycles qui trouvent naissance dans la douleur d'une crise qu'il faut traverser. L'artiste parvient à passer, à traverser en quelque sorte cette crise en renouvelant sa pratique du dessin. En 1966, alors qu'il traverse une période sombre, Fred va découvrir le papier japon nacré, très fin, très soyeux. Ce papier va en quelque sorte ranimer sa flamme créatrice, va ouvrir une brèche nouvelle, donnant accès à un espace plus périlleux et plus libre. La fragilité du Japon nacré, qui est, je vous le rappelle, traditionnellement utilisé pour l'estampe, va obliger Fred à développer une nouvelle manière de dessiner, à rompre avec un automatisme acquis au fil du temps, à se casser la main, comme il aimait à le rappeler. Et c'était là aussi un très très beau dessin de cette section vers le gris. Vous voyez cette écriture qui privilégie donc tout ce réseau de lignes qui va du gris le plus clair au gris le plus profond et qui se répand sur ce papier Japon. Et puis, au début des années 1970, un nouveau cycle d'œuvres naît, la série Sperme noir, Sperme coloré, qui vient enrichir une nouvelle fois la signification de la tâche. L'opposition noir-couleur manifeste la dualité de tout geste créateur, salissure et enfantement en même temps. Le dessin, vous le voyez, s'organise autour de la tâche, l'informe engendre la forme, un monde se construit qui est onirique, il est organique et géométrique et il se déploie véritablement autour de cette tâche, comme on le voit très bien. Tout s'orchestre dans ce dessin autour de cette tache colorée qui présente cette couleur rouge. Je vous montre un autre exemple, magnifique exemple de cette série des spermes noirs et des spermes colorés, avec ce dessin qui est intitulé « La patiente ». Là aussi, au centre de la feuille, vous avez cette tache noire qui occupe et qui attire toute notre attention. Et ce dessin a pu rentrer, c'est un des très beaux dessins de notre collection désormais, grâce à une donation d'Alain Marcaron. En 1973, Fred II et Cécile Reims vont choisir de quitter Lacoue pour le Berry. Et ce changement va engendrer chez Fred une période de dépression extrême. Les dessins qui naissent vont alors mettre au jour toute l'ambivalence de cette crise, plus de couleurs, plus de taches, mais uniquement le gris du crayon. Et on va voir Fred qui se bat véritablement contre les forces négatives qui l'habitent et qui cherchent à l'emporter vers le néant. D'un dessin à l'autre, des formes reviennent, répétitives, obsessionnelles, sans cesse recommencer. Mais cette période
va aussi lui donner l'envie de créer des livres uniques. Et là, je vous présente la page de l'un d'entre eux, qui est titré Isthme du regard, l'eau de l'œil. C'est un livre qui a été réalisé entre l'automne 1980 et l'hiver 1981. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que Fred II était né en quelque sorte dans les livres. Son premier ouvrage, La Ghana, va lui permettre de transformer en quelque sorte les premières phrases de ses livres en fleuve qui charrie le récit d'une vie terrible. Et puis, parallèlement à l'écriture de ces livres, il y a Fred II, celui qui dessine et qui écrit et qui dessine, des livres qu'il va signer tout d'abord CF2, des livres qui vont être gravés aussi avec Cécile Reims. Et pour la première fois, dans un même espace, les mots et l'image vont se répondre. Ces livres uniques, qui sont vraiment des objets, là aussi, d'une très, très grande poésie, ils vont être conçus par l'artiste pour l'essentiel entre 1974, alors 1974 correspond à la date où fut réalisé le premier d'entre eux, Processus, et 1987, le dernier s'intitule La vie, magie. Et ils sont vraiment la pointe extrême de ce parcours où le livre est à la fois matrice et le réceptacle, là où tout doit aller. Les livres sont pour Fred II, là j'emprunte aussi une expression, je lui emprunte aussi une expression, les briques de sa maison personnelle. Le rapport très physique et matériel à l'objet, qu'il faut construire et assembler, que l'on peut toucher et porter, compte autant que les dessins eux-mêmes. Chaque page est unique, elle est travaillée, on a pu dire parfois que Fred retrouvait la patience de l'enlumineur médiéval, et l'artiste retrouve dans ce travail, vous le voyez, l'union vraiment primordiale de l'écriture et du dessin qu'il avait rencontré dans les années 40 à Marseille. Il est presque difficile de dire ici si Fred II dessine le texte ou s'il écrit le dessin. Le dessin n'illustre rien, le texte ne commente pas, ils sont une seule et même chose. Et puis, à côté des livres uniques, il y a la voix gravée. Les premières gravures faites par Cécile Reims pour Fred II sont des eaux-fortes. Elles ont été publiées en un recueil en 1970. Alors, vous avez ici voilà, un exemple de ces gravures réalisées par Cécile Reims d'après l'œuvre de Fred II, Ombre portée, 1988-1989. À partir de 1970, une trentaine de recueils vont se succéder, tous au burin et à la pointe sèche. Parfois, ils font écho au livre unique de dessin de Fred, parfois ils renvoient à des cycles en cours, souvent ils sont des entités à part entière. Pour Fred II, Cécile Reims se transforme en graveur d'interprétation. C'est peut-être l'un des exemples les plus singuliers que l'on trouve dans une vie de graveur. Avec l'œuvre de Fred II, Cécile Reims va se faire interprète. C'est elle qui, entre contrainte et liberté, va faire voyager l'esprit d'une œuvre dans un territoire nouveau en s'affranchissant de la lettre. Alors, il ne s'agit pas pour elle de reproduire, mais d'accompagner la force centrifuge du dessin, d'offrir d'autres déploiements à sa vitalité sans fin. Ces gravures, elles sont d'abord signées F.2, donc de sa main à lui, et puis les gravures vont être progressivement signées CF.2, Cécile et Fred, sous le signe gemellaire du 2. Et pour être tout à fait juste, il faudrait rappeler que Cécile Reims, avant de se livrer à des gravures d'interprétation des dessins de Fred II, avait également proposé des gravures d'interprétation à partir de l'œuvre dessinée de Hans Bellmer. Alors, au sein de ces cycles, il y a une série à laquelle moi je suis particulièrement attachée. Il s'agit de la série des autoportraits. Alors ce soir, j'ai choisi de vous en montrer 4. Le premier, donc sans titre, de 1981, qui est entré dans les collections donc grâce à un don anonyme qui tend à
célébrer le souvenir de Marguerite et Pierre Maniena, qui ont été donc de très grands collectionneurs de l'œuvre de Fred II. Autre autoportrait tout à fait extraordinaire qui date aussi des années 80, qui entre dans les collections grâce à une donation d'Alain Margaron. Un autoportrait, l'autoportrait à la bénédiction, qui fait partie des collections du musée de l'Hospice Saint-Roch à Issoudun. Vous savez que le musée de l'Hospice Saint-Roch a eu la chance d'accueillir une très importante donation pour l'œuvre à la fois de Fred II et de Cécile Reims. Et ils ont été, au moment de l'exposition, de grands prêteurs. Et puis cet autoportrait aux 3 regards, donc là aussi qui est maintenant dans les collections du musée Contigny, qui rappelle donc cette importante exposition réalisée par Germain Viat. Et je terminerai avec celui-là, l'autoportrait du mal accepté de 1982, qui est entré, donc grâce à une donation d'Alain Margaron, à la fin de l'exposition. La figure du double hante le travail de Fred II. C'est Jean Doisseau d'abord, qui vient se substituer à Fred, devenant pour un temps plus réel et plus célèbre que lui. Et puis, lorsque Doisseau meurt, en quelque sorte d'avoir accompli sa tâche, une autre conception du double vient prendre sa place, porteuse d'un tout autre rôle. Car si Doisseau était littéralement le narrateur de la vie de Fred, son double onirique, transformant le cauchemar éveillé en rêve écrit, l'artiste est allé au bout de son chemin biographique. Par le dessin, par la vie à la table, Fred est parvenu à se perdre, à abandonner en chemin la dépouille usagée de son premier double afin de se laisser traverser par autre chose. Désormais, Fred n'est plus le maître, il a renoncé à tous les privilèges de l'artiste, un par un, il s'est décentré. Et on peut dire, je crois, que ces grands autoportraits que je vous ai présentés, qui datent, vous l'avez vu tous, du début des années 80, sont en quelque sorte le fruit de ce décentrement. Ce n'est pas Alfred II, né le 1er juillet 1924, qui est figuré là, mais Fred II, celui que son œuvre a mis au monde, un double voyant qui renaît à chaque dessin, je est un autre. Alors, il faut aussi évoquer les grands dessins, hein, les grands formats auxquels l'artiste va se livrer à partir des années 80. Nous les avions présentés au sein d'une section que nous avions intitulée « L'espace sacré ». J'ai choisi ce soir de vous en présenter 2. Le premier, Zodiac, Cancer, c'est un dessin de 1988 qui est entré dans nos collections grâce à la donation de la galeriste Alice Poli, grande galeriste de Lausanne. Et puis ce magnifique dessin de très grand format, Grand Signe, Palais de la Mémoire de 1988, qui a été également donné en souvenir de Marguerite et Pierre Maniena. Depuis la découverte du papier japon nacré en 1966, Fred travaille à l'aveugle. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il a peu à peu pris l'habitude d'oblitérer une partie de son papier, tandis qu'il dessine dans la fenêtre, ainsi laissée ouverte. En 1982, le format de ses dessins change. Désormais, l'artiste choisit de travailler sur plusieurs feuilles qui sont accolées. Cette expansion est une sorte d'approfondissement radical du renoncement à la maîtrise. Pendant des mois, Fred va se perdre dans ce travail sans but, sans fin, entre voilement et dévoilement. Il ignore jusqu'où son trait va le faire voyager. Donc, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais pour réaliser un dessin comme celui-là, donc Fred, en fait, ne travaille que dans une toute petite fenêtre, puisqu'il protège le reste de sa feuille avec du papier de machine à écrire. Donc, il ne sait pas vraiment où le dessin va l'amener finalement. Et la vision n'est jamais si forte, si précise, que lorsqu'il avance à l'aveugle, corps et âme, dans le papier, errant dans une sorte d'immensité où il n'est rien. L'artiste ne raconte rien, il ne témoigne pas, il libère véritablement une vision dans ces grands formats. La 9e section, nous l'avions intitulée « Le temps magique ». Pendant une vingtaine d'années, du début des années 1980 à la fin des années 1990, Fred II va faire naître plus de 2000 dessins. Durant ces 20 années,
hors de toute nomination, hors de toute catégorie, un monde se crée et se recrée hors de toute définition, un monde semblable, un monde renouvelé. Les milliers de dessins dont la réunion forme une œuvre témoignent par leur nombre et par leur lien profond de cette union fondamentale qui régit le monde de Fred II, union physique et spirituelle, à l'image de ces millions de cellules, toutes différentes, toutes liées, et procédant d'une même origine qui forment un corps. Et c'est vrai que quand on regarde les deux dessins que je vous présente maintenant, L'Oublié de 1991 et Semence sacrée, une erreur dans le titre de 1990, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'un tissu cellulaire extrêmement imbriqué. Le tout surgit de l'altérité, le dessin, par sa prolifération même, restaure l'unité perdue. Et la couleur, qui avait pris congé après les spermes colorés, va revenir peu à peu à partir de 1988. On a l'impression que la peur du blanc, du fond blanc se réveille, et avec elle, peut-être que l'artiste éprouve à nouveau le plaisir de souiller la feuille de papier, et la tâche va revenir pour un ultime voyage. Alors, dans cette série du temps magique, nous avions eu le plaisir de présenter ce grand dessin de format horizontal, Le Passage de 1994, qui est également qui a été également donné par Alain Margaron, qui se rattache vraiment à ce cycle des grands dessins des années 90, à propos duquel l'artiste avait parlé de temps magique. Le travail s'y fait peut-être plus narratif, sur un mode onirique. Vous voyez que à la fois le dessin et le texte se répondent et se prolongent, mais on retrouve dans cette œuvre le monde de Fred II, le mur, la brèche, l'inconnu et le familier, et cette figure axiale de l'artiste en passeur qui fait corps avec le monde pour mieux nous aider à le traverser. Alors, lorsqu'on rendait visite à Cécile Reims et à Fred II, on ne pouvait manquer d'être frappé par toute une collection d'objets avec lesquels ils vivaient, qui étaient vraiment des sortes de compagnons au quotidien. Et on s'apercevait très vite que dans leur maison, à la Chatte, ces objets jouaient un rôle primordial. Ils étaient, et là aussi j'emprunte l'expression à Fred II, des présences nécessaires. Alors cette expression, présence nécessaire, elle renvoie d'abord à des œuvres d'art premier que l'artiste collectionne avec Cécile Reims, à la force qui émane de ces objets rituels, à l'empreinte laissée en eux par des hommes inconnus. Mais ces présences nécessaires, elles se réfèrent également à des objets que Fred a confectionnés toute sa vie. C'est peut-être la part la plus secrète de son œuvre. Elle a été très rarement exposée. Et je ne résiste pas au plaisir de vous présenter celle-ci que j'aime particulièrement, que l'artiste avait intitulée Dieu des chats, et qu'il avait certainement réalisé avant 1973. Vous le voyez, ce Dieu des chats résulte d'un assemblage d'une planche de lavoir, des éléments de bois, des os et une pièce de métal. Alors, il ne s'agit pas véritablement d'une collection, parce que le mot collectionneur suppose toujours une sorte de désir d'appropriation, mais il s'agit à chaque fois, à travers ces présences nécessaires, d'objets. Et l'artiste, envers ces objets, affiche la même attitude qu'envers ses dessins. Il s'efface devant la chose trouvée, dont il magnifie la présence par un discret agencement. Donc, nul geste de sculpture ici, vous le voyez, ni travail de la matière, mais c'est vraiment la magie qui est cachée dans l'objet et qu'il s'agit pour Fred de mettre à jour, comme il cherchait à le faire dans le noir de la tâche, dans la nacre du papier, où se cachaient tant de formes à venir. Et on avait choisi dans l'exposition, c'était un moment très fort dans le parcours de l'exposition, de présenter tous ces objets collectionnés, alors tous ces objets d'art premier collectionnés par le couple, et aussi tous ces objets exécutés par Fred II, un peu comme un petit théâtre. Et c'était, je crois, une présentation très, très poétique. Soudain, alors nous arrivons au début des années 2000, la tâche va revenir. Et ces tâches, nous les avons présentées dans une section
dont le titre était emprunté à une œuvre, Soudain l'éblouissement. La tâche revient, elle revient au début des années 2000, elle se fait d'abord discrète, et puis elle est un peu plus fréquente entre 2002 et 2004, année où dominent encore les fonds aquarellés. À partir de 2005, elle est là, elle est vraiment en majesté. Jamais peut-être elle n'a pris une telle expansion, jamais son effet libérateur ne s'est fait sentir à ce point. Fred II l'étale, la laisse vivre, la répand, l'enserre entre deux feuilles, fait naître une grande forme. Il a à ce moment-là 80 ans et il continue à travailler chaque jour malgré la santé qui s'altère. On peut dire peut-être que le trait de crayon se fait plus rare, plus économe, mais pourtant, loin d'être un retrait ou un renoncement, l'attitude de Fred est un pas supplémentaire dans ce chemin. Cette façon de dessiner moins et de laisser la tâche envahir la surface du papier est l'aboutissement d'une très longue quête du non-agir. Et on a le sentiment au cours de ces années 2000, quand on regarde ces dessins, que la vie se défait peu à peu. Fred en accepte le voyage, il sait que le temps est compté, mais la contrainte pour lui est belle, puisqu'il lui faut travailler sur le regard, en quelque sorte, de la mort qui le guette. Et les dessins de la dernière période sont faits avec ce tempo-là et avec une liberté que je trouve tout à fait extrême, qui invite en fait l'artiste à aller à l'essentiel, à négliger le détail. Que reste-t-il désormais à la surface du papier? Eh bien, la ligne et la tâche, toute la vie en quelque sorte de Fred II, condensée en 2 mots. Alors, je vous montre ici 3 merveilleux dessins qui sont entrés là aussi grâce à la générosité d'Alain Margaron. Quand la lune boit de l'eau, en 2010, Souvenir de l'oncle, en 2010, qui est un dessin assez tragique puisqu'il se réfère au suicide de son oncle, et Une fin douce, qui est un dessin réalisé entre 2010 et 2011. Alors, je vais terminer mon exposé en évoquant une amitié, celle qui a lié très profondément Fred II à un artiste aussi qui m'a beaucoup fascinée, qui est Hans Reichel, que vous connaissez peut-être. Et le récit de cette amitié, je vais l'initier à travers le temps magique. Il s'agit, vous le voyez, d'un grand triptyque, double face, réalisé par Fred II entre 1990 et 1992. C'est un triptyque qui est constitué d'un grand panneau central, de 2 volets, dont la face et le dos sont dessinés. Divers homoncules peuplent les 3 panneaux de l'ouverture principale et les 2 faces des volets, et ces homoncules se déploient autour de végétaux fantastiques. Et puis, vous avez cette paroi qui est faite de briques, qui sert de fond à chacun des dessins. Elle devient d'ailleurs le motif principal du dos, du panneau central, laissant apparaître donc le titre du cycle, inscrit dans une italique élégante, le temps magique, ainsi que le synopsis du retable lui-même, un blason et une tête, vous le voyez, avec une langue de serpent. C'est ce que vous voyez dans la partie gauche de l'image. Alors, de très nombreuses inscriptions viennent animer ce mur. Je vous en livre quelques-unes. On emprunte à l'orage, la vie antérieure remonte, ayant choisi le dessin, on choisit Dieu, perfection de la catastrophe, je supporte parce que j'aime, j'aime jusqu'à la pourriture, l'homme ne trouve pas son manteau est trop pesant, il se félicite de marcher libre, sans Dieu, il a perdu la moisson, le réel cherche à retenir les miettes, le doux remuement du végétal de l'animal en moi. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu le ton de ce retable qui a été dessiné à Paris, exposé à la galerie Lambert-Rouland d'octobre à novembre 1993. Un catalogue accompagnait l'exposition avec notamment un texte de Germain Viat et un autre texte de Roger Minier, mais on ne trouve pas véritablement de clés, de commentaires sur ce retable. Il faut se tourner vers Fred II, qui nous donne quelques clés. Voilà ce qu'il dit. J'ai commencé le temps magique, c'était en 1989, je crois. À l'automne 1989, rien ne me disposait à me jeter à nouveau dans le vide, je veux dire de cette façon-là.
Et dans, dans cette sorte de confession que l'artiste nous livre à propos de la réalisation de ce tableau, un nom, vous allez le voir apparaître très vite. Voilà ce qu'il dit. Cette fois, dans l'automne 1989, je tournais, me demandant si j'allais marcher dans les ruelles de la ville ou si je ne devais pas me mettre à ma table et faire des tâches. Cette histoire de tâches me poursuit depuis très longtemps. Avec le temps, les envies, les élans se sont affinés. À présent, l'aquarelle. Je n'ai pas oublié la leçon de Reichel lorsque, venant le voir, impasse du Rouet, lui ayant préalablement demandé s'il était d'accord pour me montrer comment lui, il fait une aquarelle, il me dit « Venez, mettez-vous ici derrière lui dans son dos et taisez-vous, regardez. » De temps en temps, il buvait une goutte de vin. Je suivais ses gestes, la main tenant le pinceau et la même main qui saisissait le verre. Il me semble que depuis, je n'ai cessé de regarder avec ses yeux. Tout est lumière, tout est don. J'avais près de moi une sorte de sage et de saint. Alors c'est vrai que cette sorte de confession de Fred II à propos de ce retable m'a beaucoup intriguée, Et j'ai eu envie d'en savoir plus sur cette amitié et sur déjà la vie de Hans Reichel lui-même. Alors là aussi, je vous donne quelques clés. Reichel est né en Bavière en 1892. C'est un des amis de jeunesse de Paul Klee. Après avoir étudié la musique et la littérature, il va lui aussi faire l'expérience de l'Orient dès 1911. Il va voyager en Égypte. Il hésite à devenir écrivain. On sait qu'il rencontre le poète Rainer Maria Rilke en 1918. Et finalement, il va choisir de se former à la Schule für Bildende Kunst de Munich. Pour lui est décisive également la rencontre avec Paul Klee en 1919. Donc, vous voyez déjà qu'il partage avec Reichel cette découverte de l'œuvre de Paul Klee. Paul Klee qui, au moment où Reichel le rencontre, est une des figures majeures de l'avant-garde munichoise. Après la guerre, en 1919 et 1920, Hans Reichel va occuper aux abords de Schwabing un atelier qui sera très proche de celui de Paul Klee. Ils vont vivre ensemble dans une sorte de colonie d'artistes. Il rejoindra d'ailleurs son ami à Weimar en 1924, sans toutefois s'établir au Bauhaus. En 1928, Reichel se rend à Paris. Il va s'installer d'abord à l'hôtel des Terrasses, rue de la Glacière, dans le quartier de Montparnasse, où il a pour voisin de palier le photographe Brassailles. Alors, il peut croiser dans les couloirs d'autres habitués de l'hôtel, Robert Desnos, Henri Michaud, Raymond Queneau ou encore Henri Miller. Et très vite, quelques années plus tard, en 1938, Reichel va trouver un autre endroit où vivre et installer son atelier, c'est l'impasse du Rouet, dans le quartier d'Alésia. Et il habite à ce moment-là non loin de l'endroit où Henri Miller et Anaïs Nin vivent depuis 1934 à la Villa Seurat. Et Miller va consacrer en 1938 un texte magnifique à son ami Reichel, où il parle d'œil cosmologique. Anaïs Nin aussi aura des mots très poétiques. En Reichel, écrit-elle, il y avait une cloche qui riait, un pétale de fleurs avec une oreille et un homme désespéré. Il possédait un œil tigre, un morceau de bois de santal, des coquillages, de vieux vêtements, et il a faim. La remarque de Miller à la fin de son texte avait quelque chose de prémonitoire. L'artiste est interné comme réfugié allemand en 1939. Il sera renvoyé de camp en camp, de Gurs à Barbotan jusqu'à celui de Meudon en 1945. Dans le camp des Pyrénées de Gurs, où fut également détenue Charlotte Salomon, Reichel va parvenir à se livrer, en dépit des privations, à une tâche salvatrice. Un gardien compréhensif va lui permettre de se procurer une petite boîte d'aquarelle pour enfants et quelques feuilles. Et ces quelques feuilles vont constituer le cahier de Gurs, dans lequel Reichel va rassembler, entre 1941 et 1942, des idées de tableaux ou des motifs isolés, 42 aquarelles au total sur 12 feuilles, qui sont nées vraiment au cours de cette période, une période où il a connu bien sûr l'inquiétude des menaces et des privations. Il va constituer ainsi une sorte d'atlas pictural, une sorte de cahier de survie d'abrégé du monde.
Alors, les leçons prises auprès de Paul Klee vont très certainement voilà, ressortir, vont lui permettre de donner naissance à cette sorte de viatique. Et ce cahier de Gurs, qui est vraiment extraordinaire, j'ai eu la chance, comme vous le savez, de diriger le musée Unter den Linden de Colmar, donc j'ai eu la chance vraiment d'avoir ce cahier entre les mains. C'est une sorte de livre donc, dont la création a été totalement dissimulée. Et c'est à la fois un livre intégral qui résume, je crois, très très bien l'œuvre de cet artiste. Alors, la rencontre entre Reichel et Fred II, elle va avoir lieu impasse du Rouet, hein, dans le logis que ce dernier avait retrouvé en 1945. On sait que Fred retrouvera d'ailleurs très souvent, à la fois dans l'atelier de l'impasse du Rouet, mais aussi à la brasserie Zeyer, place d'atelier, Reichel, qu'il raccompagne parfois jusque tard dans la nuit. Et les deux hommes vont vraiment se rapprocher. J'ai dit tout à l'heure qu'ils avaient partagé tous les deux cette même fascination pour l'œuvre de Klee. La poésie également vont beaucoup le rapprocher, la poésie de Rilke. Reichel a été l'ami de Paul Klee. Fred II a été absolument fasciné par l'œuvre de Paul Klee. Cécile connaîtra Hans Reichel, elle lui parlera dans sa langue, l'allemand. Reichel affectionnera particulièrement Cécile, et Lucie, la compagne de Hans Reichel, sera très très heureuse de cette rencontre. Je pense que l'objet et l'idée du livre chez Fred II doit aussi être rapproché du cahier de Gurs. Hein, tous les deux inventent en quelque sorte, dans les années 70, cette forme de livre unique, hein, qui sont conçus comme les briques de leur œuvre, qui sont fabriquées à la main, qui privilégient parfois le dessin, qui cherchent parfois à trouver un équilibre entre le texte et le dessin. Alors, je reviens maintenant pour boucler la boucle et pour terminer à ce retable du temps magique. C'est un retable, voilà, qui m'a beaucoup fascinée. Lorsque je l'ai un peu étudié, j'ai appris qu'il avait été réalisé suite à un voyage que Fred et Cécile avaient réalisé à Bruges. Donc, on peut très facilement imaginer que ce triptyque de Fred II a été exécuté alors qu'il avait découvert La mort de la Vierge de Hugo van der Goes ou Le jugement dernier de Jérôme Bosch. Mais Cécile Reims m'a confié que dans ce retable, il fallait également y voir très certainement l'influence du retable de Dissenheim, peut-être aussi celle du polyptyque de l'agneau mystique des frères Van Eyck, et aussi l'influence d'un autre retable que Fred admirait par-dessus tout, le retable du maître de Moulins, qui a été peint par Jean Hay. Lorsque je me trouvais à La Châtre, pendant que je préparais l'exposition, je fus frappée par cette aquarelle de Reichel, qui était donc dans la maison de Fred et de Cécile, datée, vous le voyez, de 1952. Cette aquarelle, elle était accrochée sur le mur de l'atelier de Fred, à l'étage, côté jardin. Elle voisinait d'ailleurs avec d'autres œuvres de l'artiste. Cette aquarelle, elle a été donnée par Reichel en novembre, enfin, elle a été donnée par l'épouse de Reichel en novembre 1988, en souvenir de la rencontre de Reichel, de Fred II et de Cécile Reims. Et à côté de l'inscription, Fred et Cécile avaient fixé une carte postale qui reproduisait une huile sur carton qui est conservée au musée d'Unter den Linden de Colmar. Très beau dessin de Hans Reichel, l'oiseau blanc, devant la maison hantée de 1925. Je remarquais derrière la carte postale une petite enveloppe complètement dissimulée, mais nous décidons, Cécile et moi-même, de ne pas l'ouvrir. Et puis, quelques semaines plus tard, j'étais tellement intriguée que j'insiste, et Cécile accepte d'ouvrir l'enveloppe. Et nous avons eu vraiment la surprise de découvrir que cette note contenait une note manuscrite de Fred II, qu'il avait intitulée « Le sage de l'impasse », qui était une sorte d'hommage, d'ode véritable à Hans Reichel, qu'il présentait comme un clown saint. Alors, je dois dire que ça a été extrêmement émouvant pour moi, toute cette histoire. Moi, qui a passé les premières années de
conservateur au musée d'Unterlinden de Colmar, qui a eu la chance d'avoir vraiment le cahier de Gurs entre les mains. Je dois aussi avouer que j'ai vécu dans une vie intérieure à Passe-Drouet, et tout à coup, voilà, il y avait tous les fils de cette histoire qui se reconstituaient. Lorsque je préparais l'exposition, Cécile Ras me confiait que Fred avait tellement été impressionné par le retable d'Issenheim de Grunewald qu'il avait pensé à un moment faire une donation au musée d'Unterlinden de Colmar. Finalement, eh bien, ça sera le musée des Beaux-Arts de Lyon qui l'aura célébré. Voilà, je vais m'arrêter là et je reste bien sûr à votre disposition si vous avez des questions. Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Sylvie déjà. Et puis, si vous avez des questions, désactivez votre micro ou levez la main. Enfin, manifestez-vous. Alors moi, je voudrais remercier et féliciter Sylvie pour ce remarquable exposé. J'essaye de vous rejoindre, mais j'ai un peu de mal. J'essaye de revenir avec vous, mais je vous entends en tout cas. Oui, ah bon, pardon. mais on te voit. Bon, très bien. Et je mette un peu plus de lumière, peut-être. En tout cas, moi, ce que je retiens, il y a deux choses que je dois remarquer. C'est l'exposition s'appelait Le monde de Fred II, mais on pourrait presque avoir un sous-titre qui serait l'infini du dessin, parce que la façon dont vous avez organisé l'exposition et l'exposé là maintenant, ces périodes et ces thèmes, on a l'impression que jamais il ne pourrait s'arrêter d'explorer de nouvelles voies du dessin. Et le dessin, c'est quelquefois difficile. C'est pas une œuvre qui est très facile. C'est pas une œuvre qu'on saisit immédiatement. Il faut quelquefois rester un moment devant chaque dessin pour en voir l'univers qu'il crée. Hein, mais je trouve ça tout à fait fascinant. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que j'avais pensé, c'est l'éclairage que ça donne sur l'œil de Geneviève Bonnefoy. Je veux dire, si elle s'est intéressée à cette création, à cette œuvre, à cette production, c'est aussi qu'elle avait un intérêt pour ce type de création, pour cet art-là, tout en création d'univers imaginaires, avec beaucoup de références, parce que je ne sais pas si on peut parler de mysticisme, mais il y a comme un univers métaphysique quand même souvent. Hein. Il y a les rêves, mais ce ne sont pas seulement les rêves. Hein. Voilà. Donc, moi, je suis très frappé par ça. Je veux dire que Fred II ne faisait pas partie initialement de mes préférences, on va dire très simplement, mais depuis que je m'intéresse à Beaulieu, j'ai regardé d'un peu plus près, et le catalogue plus l'exposé que tu viens d'en faire, Sylvie, est vraiment ça donne une lisibilité, hein, une extraction presque, hein, de ce travail qui est tout à fait convaincante. Alors tu as raison de dire, et je dois avouer d'ailleurs que moi, je ne suis pas venue très spontanément vers cette œuvre. Hein. Il m'a fallu un peu de temps pour m'initier. Pierre m'a vraiment invitée à la regarder. Et c'est vrai que lorsque j'ai consacré cette exposition au Musée des Beaux-Arts de Lyon, voilà, je me disais, mais ce sera peut-être une œuvre qui sera quand même très difficile d'accès pour le public. Et j'étais extrêmement surprise de voir le succès que remportait cette exposition et cette œuvre, notamment auprès d'un public assez jeune, hein, qui entrait finalement avec beaucoup de facilité dans ce monde, bon, qui, comme tu disais, avec ces ressources vraiment illimitées du dessin, et l'expression d'un monde très onirique et infini. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Oui, Christine, non? Mais si vous voulez poser des questions, il faut réactiver votre micro. Audio, voilà. Christine. Oui, je me demandais si ce monsieur a vendu ses dessins dans sa vie, parce que c'est un art qui est très, effectivement, difficile, assez ingrat. Et je me dis, comment il a vécu, ce monsieur? Est-ce qu'il a vendu ses dessins?
En fait, il y a toujours eu, oui, il y a toujours eu des ventes, il y a toujours eu des galeries qui se sont intéressées, oui, à cette forme de création. Bon, Cécile travaillait également, mais en fait, oui, je veux dire, il a toujours, d'abord, il a toujours exposé très régulièrement. Hein, et non, enfin, je veux dire, c'est pas du tout une œuvre qui est restée occulte et qui n'a pas du tout été montrée. Hein, loin de là. En tout cas, merci de nous accompagner pour le découvrir, parce que effectivement, moi non plus, je ne serais pas allée. Oui, c'est une œuvre qui demande, je crois, vraiment des Oui, clés et une initiation, hein, je crois. Et c'est à oui. force de la regarder et de se plonger dans ces différents cycles, voilà, qu'on en devient de plus en plus familier. On sent que c'est un monsieur qui accomplissait son art pour se guérir, quoi. Oui, oui, il y avait aussi une part peut-être, voilà, oui, de quête en tout cas oui, pour exprimer, voilà, toute cette intériorité voilà, qu'il habitait, hein, au plus profond de lui. Et c'est vraiment une œuvre fascinante. Je vous invite à regarder à nouveau le catalogue de l'exposition. L'exposition était vraiment très, très importante. Nous l'avions présentée dans l'espace où nous présentons habituellement la collection 20e et 21e siècle du musée. On avait aussi accordé une place très importante au livre unique et on voyait le public vraiment passer de longues heures devant ces livres absolument fascinés. Constance, je crois que tu avais une question. Oui, j'avais une question. D'abord, merci pour cet exposé qui est absolument remarquable et qui rend Fred 2 quasi accessible, ce qui est pas évident. Je me demandais comment René Desroudy avait eu connaissance de Fred 2 et de son travail. Alors en fait, je pense qu'il l'a rencontré quand il était à la Coue. Hein, Bernard a rappelé que Fred et Cécile ont animé oui, un centre d'art. Et donc, voilà, ils se sont rapprochés très naturellement de certaines figures à Lyon. Et je crois que c'est comme ça que René Desroudy l'a rencontré et l'a collectionné. Donc, comme je l'ai dit, il fait cette donation au Musée des Beaux-Arts très tôt. Et vraiment, les liens ont été très forts entre Jean-Jacques Léran, René Desroudy et puis plus tard Paul Gauzitte. Paul Gauzitte qui l'expose à la galerie Le Lutrin. Monsieur Farnal. Arnal. Arnal. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour ce passionnant exposé. J'avais deux questions. La première, c'est, vous avez évoqué à une ou deux reprises le mot d'art brut. Et comment est-ce que Fred 2 se situe par rapport à la Ah non, brute? alors ça n'est pas du tout La deuxième du question, tout un c'est qu'est-ce qui l'a artiste de l'art amené à brut. la fin de sa Non, vie non. à aller à la Châtre? Oui. Non, alors ça n'est pas du tout un artiste de Oui. l'art brut. Hein. D'abord, il ne se considérait pas du tout comme un artiste de l'art brut. Non, non, j'ai évoqué voilà, les présences nécessaires et les assemblages qu'il réalisait ou les arts premiers hein, qu'il collectionnait, mais lui vraiment ne se situe pas du tout du côté de l'art brut. À la Châtre, en fait, ils vont quitter Orcel pour des raisons de santé. Puisque je crois tous deux ont été à un moment atteints de tuberculose. Et donc, le climat de Corcelles et de la Coue voilà, ne leur convenait plus. Donc, voilà, ils choisissent de rejoindre le Berry et ils vont s'installer à la Châtre. Est-ce qu'il y a, je reprends la parole, est-ce qu'il y a une influence de Fred 2 sur certains artistes? Ou est-ce qu'on peut parler de rapport avec d'autres artistes? Ou est-ce que c'est un artiste au sein du monde de l'art assez isolé? Moi, je pense qu'il est très singulier, en fait. Il est quand même très, très, très... Alors, on peut bien sûr le rapprocher de certains artistes qui ont pratiqué hein, le dessin. Enfin, je pense, par exemple, de Michaud. C'est vrai que quand on voit les tâches, hein, notamment qu'il réalise quand il est à Marseille, on peut penser par moments hein, de certains dessins de Michaud, ou vous savez, les dessins de cette série des otages. J'ai dit tout à l'heure aussi à propos des figures de la période noire.
moi, ça me faisait beaucoup penser à l'art de Victor Bronner. Mais je crois que vraiment, dans sa pratique du dessin, il est quand même très à part, très, très, très singulier. Enfin, je ne sais pas comment tu le ressens, toi, Bernard. Oui, c'est ce que je ressens. Donc, mais justement, c'est pour ça que je posais la question, parce que je ne dis pas qu'il est inclassable, mais on ne le rapproche pas d'un mouvement. On ne Non, pense pas à l'intégrer dans un mouvement. non. Je pense que c'est sans doute ça qui a intéressé Geneviève Bonnefoy, Mhm. qui était très attachée à des artistes qui étaient un peu inclassables. Est-ce qu'on sait à quel moment elle entre en contact avec Fred II et Cécile Reims? Est-ce que vous avez des éléments d'information pour ça? Spontanément comme ça, non. Alors, notre source d'information principale n'est pas avec nous ce soir. D'accord. Mais ça serait intéressant si vous avez des éléments. Je serais ravie de... Il me semble que René Desroudy faisait partie des amis de Geneviève Bonnefoy, justement. D'accord. Et peut-être que ça a été un lien. Ça a été un Mais passage. j'ignore quelle est la date à laquelle Geneviève Bonnefoy a acquis des œuvres de Fred II. Oui. Ça, on le sait, c'est à la fin des années 50 déjà. Très tôt. C'est très tôt, Très oui, tôt, donc en c'est fait. avant Desroudy. Ouais. Je crois que c'est 59. Ouais. Et elle l'expo, il est dans la première exposition de l'abbaye en 72. Alors, Et ça... Pardon. voilà. Donc, il est dans son univers, il est dans leur univers très tôt. Mais en fait, ça peut être par l'intermédiaire de René Desroudy, puisqu'il arrive à Corcelles en 1957. Hein, Voilà. donc, Voilà. Bonsoir. Pardon, je n'ai pas trouvé le petit bouton pour lever la main. Alors, c'est Maurice Nadeau qui a présenté visiblement Fred II ah oui, à Geneviève. Geneviève Bonnefoy. Très bien. Ouais. Voilà. Donc, Nadeau qui publie La Ghana. Hein. C'est ça, parce que, à l'époque, Geneviève Bonnefoy travaillait avec Maurice Nadeau. Bien. Arnaud. Oui, Arnaud Lépine. Oui. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Arnaud. Vous nous avez parlé là, de montrer qu'il était entouré d'art primitif, mais je ne vois pas le rapport avec son œuvre. Mais comment est-ce qu'il est arrivé à s'intéresser à l'art primitif et puisque vous nous dites qu'il était entouré de cela chez lui, et est-ce que ça a pu avoir une influence sur son travail, à votre avis? Alors en fait, je crois que c'est par Cécile Reims. Cécile Reims raconte que quand il était dans ses périodes de dépression, quand elle allait à Paris, elle rapportait une sculpture qu'elle achetait dans les galeries voilà, de la rue de Seine, et que très souvent, le fait de rapporter une œuvre voilà, lui permettait vraiment de surmonter une crise et de renouer avec un cycle. Donc, en fait, c'est surtout par elle et à travers les acquisitions qu'elle faisait hein, que peu à peu, il s'est familiarisé avec cet art premier. Et je crois que je ne sais pas si on peut parler d'influence, mais en tout cas, c'était, comment on pourrait dire, une présence au quotidien, une sorte de présence tutélaire de ses œuvres. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que Reichel était à la galerie Gégère et Jean-François Gégère avait beaucoup d'œuvres d'art primitif dans son bureau? Il y a peut-être eu quelque chose aussi. Peut-être aussi, oui, peut-être. Mais en tout cas, Cécile achetait, quand elle allait à Paris, voilà, ces objets. Et souvent, elle disait que ça lui permettait vraiment de dépasser notamment des crises d'angoisse. Et ça lui permettait vraiment de renouer par moments avec la pratique du dessin. Le fait de revenir de Paris avec ces objets. Merci. Voilà, alors peut-être que nous allons conclure et te remercier une nouvelle fois, te libérer. Je voudrais dire que nous connaissons, Sylvie et moi, nous connaissons un centre d'intérêt différent, qui est celui de la céramique, depuis 9 ans, et que le Musée des Beaux-Arts de Lyon, alors j'ai dit tout à l'heure que le Musée des Beaux-Arts de Lyon avait une politique de recherche de mécénat et de donations importantes,
mais en même temps, il est le seul musée généraliste à accueillir dans ses salles une salle consacrée à la céramique contemporaine. Et actuellement, le musée expose par le feu, la couleur, qui est donc une exposition temporaire consacrée à la céramique contemporaine. Voilà, et on peut dire que cette passion est partagée avec Françoise et Arnaud de Lépine, hein, Arnaud qu'on entendait. Ils sont là. Ils sont là et qui ont aussi beaucoup contribué à la présentation de cette exposition. Voilà. Je me permets juste de dire que nous organisons tout un week-end justement autour de la céramique contemporaine les 9 et 10 octobre, donc j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre, avec des conférences, notamment de Jean-Charles Hameau, qui dirige donc, le musée de la céramique de Limoges. Ce sera l'occasion aussi d'écouter Anne Verdier, dialoguant avec Philippe Godridge. Il y aura aussi des présentations de films, des ateliers qui seront organisés. Donc, ça serait une très, très belle, voilà, très belle occasion pour vous accueillir tous au Musée des Beaux-Arts, très prochainement. Merci. Et en renforçant encore cette action de sensibilisation à la céramique contemporaine. On va en entendre parler pas mal dans la céramie contemporaine, puisqu'il va y avoir l'exposition au musée de la ville de Paris, du musée d'art moderne de la ville de Paris. Mais vous avez à Lyon, vous avez un investissement de longue durée, profond et de très grande qualité que nous saluons. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que nous pouvons terminer. Anne, on conclut cette… tu veux dire un mot? On conclut cette rencontre. Et tu n'as pas… Ton micro est coupé, Anne. Nous allons conclure effectivement. Donc, merci beaucoup, Sylvie. J'avoue que moi aussi, j'ai été ravie de découvrir Fred II que je ne connaissais pas vraiment et qui, a priori, n'est pas facile d'accès. Donc, on a quelques clés et c'est vraiment très agréable. Concernant l'association, je rappelle que nous avons une conférence à Montauban le 3 novembre à la salle des Augustins. C'est Baptiste Brun qui viendra nous présenter Jean Dubuffet. Donc, vous êtes tous cordialement invités. Voilà, il faut vous inscrire à l'association, mais on peut accueillir beaucoup de monde et on sera ravis de vous accueillir. Voilà, ben, je crois que après ça, Bernard, à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Non, c'est terminé. Un remerciement encore et c'est terminé. Merci beaucoup. Bien. Merci pour votre écoute. Au revoir, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, Merci bonne beaucoup. soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.